Salut, bienvenue sur le premier podcast de Dynamic Step. Aujourd'hui, je reçois deux amis qui sont dans le secteur de la santé. Je vous laisse vous présenter, les gars. Je m'appelle Paul et je suis ostéopathe. Waouh, quelle présentation. Moi, c'est JB, Jean-Baptiste. Et je suis éthiopathe, donc de thérapie complémentaire, de thérapie manuelle. Voilà, puis pour moi, pour me présenter, si vous ne me connaissez pas encore, Mathieu Andreu, je suis cofondateur de Dynamic Step, préparateur physique de plusieurs athlètes professionnels depuis maintenant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche un peu tout le monde, aussi bien le monde professionnel que aussi monsieur, madame, tout le monde. C'est comment optimiser sa récupération après un entraînement, comment optimiser sa récupération aussi dans sa vie active. Et puis voilà, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est un sujet vaste. En fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière de récupérer. Il y a tout un panel de choses qu'on peut faire. Et après, il y a des choses qui sont greffées, qui ont été mieux que d'autres qui ont été importées d'autres pays, donc on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et la récupération, on n'en parle pas assez parce que c'est un pan hyper important de toute pratique sportive. Donc après, on peut commencer par tout et n'importe quoi. En vrai, Il n'y a pas forcément d'idée première, d'idée départ. C'est vrai que c'est beaucoup de manières de penser, c'est très propre à chaque en fonction, soit athlète, soit entraîneur, soit coach. C'est vrai que généralement c'est eux qui influencent la manière, en fonction d'eux, comment ils ont été éduqués à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de penser qui se recoupent sur certains sujets, des fois même s'éloignent totalement. Et donc on verra bien. Mais je pense qu'on est tous d'accord, Ouais. Tu l'as très bien évoqué, de par aussi ton expérience dans le rugby, etc. ouais, c'est ce que j'ai à rebondir là-dessus. Ouais. Je pense qu'on a tous conscience qu'aujourd'hui, la récupération, pour nous, professionnels du métier, est hyper importante, voire même est plus importante que l'entraînement. Sauf qu'on se rend compte, et puis moi, dans mes expériences professionnelles, et puis même avec monsieur, madame, tout le monde, tu vois, dans nos salles Dynamic Step, on se rend vraiment compte que en fait, les gens ne maîtrisent pas ce côté-là et n'en ont pas conscience. Ils pensent que pour gagner en performance, pour gagner en force, en mobilité, quoi que ce soit, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. C'est un peu la politique qui est très américaine et qui est venue en fait du no pain no gain. No pain no gain aujourd'hui, c'est complètement désuet. On parle même plus work hard, work smart, vraiment travailler plus intelligemment. Et cette notion de récupération fait partie entièrement de cette notion d'intelligence dans l'entraînement. Tu vois. Et après, je dirais même plus, sur la récupération, il y a beaucoup de stéréotypes en fonction de chaque sport. Parce que dans chaque sport, comme tu disais, chaque coach a sa manière de voir la récupération, et donc du coup l'inculque à ses élèves qui, ensuite je ne vais pas dire génération en génération, mais de transmission en transmission, reste sur des stéréotypes de la récupération, il faut faire ça, et si tu le fais pas, ça va pas marcher. Ce qui est complètement faux, parce qu'en plus, avec l'apport de nouvelles technologies maintenant, comme la cryothérapie, ou juste le passage en chambre froide, qui permet d'avoir une récupération beaucoup plus rapide sur certains efforts, et c'est quelque chose, pour des pros, ils comprennent même pas comment ça fonctionne, alors que ça peut être vraiment utile. Donc voilà, il y a beaucoup de cases, tel sport, faut faire telle récupération, alors que c'est faux. Ce qui n'est pas forcément, justement, comme tu dis, véridique. Et puis comme tu l'as dit, les coachs ont leur manière de faire. Et généralement, les coachs qui peuvent arriver à haut niveau, c'est des coachs qui ont déjà 20, 30, 40 ans d'expérience et du coup qui sont plus du tout à jour des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire. Et c'est vrai que ça se ressent au niveau des athlètes. Il y a des fois une vraie différence entre l'athlète ou monsieur et madame tout le monde et la manière dont on lui a dit de faire. Parce que la personne qui lui a dit de faire a par exemple 50, 60, 70 ans et du coup a eu une expérience antérieure, mais qui du coup n'est plus forcément en lien avec ce qui est dit dans l'actualité, soit scientifique, soit quotidienne aujourd'hui. Et du coup, il y a un vrai décalage. Du coup, les gens, des fois, sont un petit peu perdus et ne savent pas du coup ce qui est vrai, ce qui est faux, quoi prendre de telle ou telle méthode. Et on se retrouve des fois en porte-à-faux à entendre des personnes qui nous disent un petit peu tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut essayer de recadrer tout en essayant de respecter aussi les croyances de chacun, qui sont très importantes, qui sont à respecter, mais tout en essayant aussi de les aiguiller dans la manière qui peut aussi leur être plus propre et plus intéressante. C'est vrai qu'en fonction des personnes aussi, en fonction de comment elles se comportent et de comment elles s'entraînent, et aussi au niveau des budgets. C'est vraiment ça. J'allais y venir, tu vois, moi, tu parlais des nouvelles technologies qui arrivent. Je le vois sur mes interventions à l'INSEP, quand j'interviewe les jeunes préparateurs physiques. On nous parle de plein de nouvelles technologies, de la cryo, on parlait tout à l'heure des ventouses aussi, tu vois, plein de nouvelles technologies qui arrivent pour optimiser la récupération, sauf que pour moi, en fait, on oublie les bases de la récupération, qui aujourd'hui sont le sommeil, la nutrition, l'hydratation, et moi, j'en rajoute deux autres, qui sont l'entraînement, parce qu'on peut s'entraîner pour optimiser la récupération, très clairement, et tout l'aspect psychologique, comme tu disais, un athlète qui se sent apaisé
psychologiquement va beaucoup plus récupérer et finalement on n'aura même pas besoin de mettre en place des optimisations. Parce que là, tu vois, pour moi, toute cette nouvelle technologie, c'est vraiment une notion d'optimisation de performance, optimisation de récupération, mais qui finalement, pour monsieur, madame, tout le monde, sont pas vraiment utiles au quotidien, tu vois. Pour un sportif professionnel qui va enchaîner les compétitions, qui a un objectif même, tu vois, sur les JO Olympiques où ils vont enchaîner peut-être des épreuves, etc. Là, il y a une vraie utilité, parce qu'il faut optimiser les choses. Mais encore une fois, je pense que même si on met en place ces stratégies-là d'optimisation, si la base, donc ce triptyque sommeil, nutrition et hydratation, et puis moi je rajoute l'entraînement et le mental, si ça c'est pas structuré, c'est pas construit, finalement la récupération elle n'est pas optimale quoi qu'il arrive, c'est un échec. Et puis après il y a tellement d'informations, en fait maintenant la récupération, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment comment faire, parce que il y a, comme tu dis, il y a les US, mais tu as aussi la Chine, puis il y a l'Inde qui a encore d'autres trucs avec l'acupuncture, qui se fait aussi beaucoup au Japon. Puis maintenant, ils parlent aussi de nouvelles boissons hydratantes. Enfin, c'est tellement vaste que les gens, ils savent plus. En fait, ils savent plus comment se reposer, en fait. Les gens, ils disent, bon, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, mercredi, je fais ça. Ouais, mais ok, t'as ta séance de sport qui dure 2 heures, et tu fais quoi le reste de temps? Tu vas manger correctement, tu vas boire correctement. Est-ce que tu vas juste marcher pour délier, pour virer l'acide lactique? Comment tu fais les choses correctement? Les gens, ils font tout et n'importe quoi, et parfois, ils font rien parce qu'ils savent pas. Il y a tellement d'informations qu'ils savent pas. Une personne, elle est à prendre dans son environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement prendre en compte sa séance de sport, point. Parce qu'une personne, là on parle de monsieur et madame tout le monde, elle va avoir un travail, une famille et autres, et du coup ça va créer des contraintes. Donc c'est des contraintes aussi auxquelles elle va devoir s'adapter. Y compris chez les sportifs professionnels, aussi, qui ont des enfants, etc. Et on sait tous que la rentrée scolaire est un grand stress pour tout le monde. Et le risque l'optimisation de la récupération est vraiment une clé importante dans cette période-là, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les athlètes de haut niveau, ils font que ça du sport. Non, c'est que des sportifs. C'est la grande erreur. Mais en fait, non, c'est des êtres humains comme vous et moi, quoi. C'est des personnes lambda. C'est juste qu'ils sont mis devant de la scène parce qu'ils font un sport à très haut niveau et qu'ils ont optimisé leur qualité physique jusque-là. Sauf que ça reste des personnes qui sont contraintes aux impôts, machin, aux trucs, aux enfants, à emmener les enfants, récupérer. Mais c'est tout pareil. Et qui aussi ont des événements de la vie, tels que les enterrements à gérer, etc. Et bon, c'est pas à vous que je vais apprendre, mais vous savez très bien qu'un choc émotionnel peut créer, et notamment chez un sportif professionnel. Moi, j'ai l'habitude de dire à tous les clubs, tous les athlètes avec qui je travaille, c'est des blessés en sursis. C'est des blessés en sursis parce qu'ils pratiquent tellement une activité tellement intense qu'à un moment donné, oui, on a beau mettre en place des processus de récupération, mais à un moment donné, ça a pété. Les athlètes de haut niveau, c'est quand même une belle mécanique, c'est une machinerie qui est quand même bien huilée, et c'est vrai que le moins de petits grains, le moins de petits cailloux dans cette machinerie, ça peut tout un petit peu enlever en fait cette habitude qu'il avait, et du coup, modifier ses performances, la récupération, et tout. Et en fait, le problème, c'est que des fois, on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais pourtant on sait que ça influe tout le reste. En fait, l'objectif serait de trouver justement cette petite chose qui fait que du coup tout va mal derrière. Comme comparaison, on peut prendre le sportif professionnel, c'est un peu comme une Formule 1. C'est une machinerie optimisée à 2000%, mais il y a un petit boulon qui est desserré, juste desserré, pas mal vissé, juste desserré, ça peut foutre en l'air toutes les performances. Ou mal huilé, tout simplement. C'est ça, ou mal huilé. Et les 5 points que tu dis de la récupération sont primordiaux. Et il y a beaucoup de jeunes espoirs, moi j'ai vu beaucoup au rugby, qui ont des hygiènes de vie déplorables, mais de 18 à 20 ans, ça passe, parce que du coup ils sont en pleine expansion. Et à 21 ans, il y a quoi? Je me suis fait les croisés, je me suis fait ci, je me suis fait ça, mais en fait les mecs, ils fument et ils picolent depuis qu'ils ont 15 ans. Non, mais depuis qu'ils ont 15 ans. C'est clairement ça. Et eux, ils se sont jamais récupérés, alors que t'en as un, il aura peut-être un peu moins de talent, mais il se sera pas blessé, il aura une meilleure carrière que lui. Bien sûr. Un autre phénomène aussi actuellement, c'est le phénomène du sommeil, qui est de plus en plus compliqué avec les écrans. Mais ce que j'allais dire, ce que je vous propose, c'est que sur ce podcast-là, on parle un peu de justement, c'est ça que ces 5 points. Que ce soit, on va commencer par le sommeil, t'as évoqué le sujet, donc c'est parfait. Derrière, on enchaîne un peu sur l'hydratation, la nutrition.
Quand je parle d'entraînement on va pouvoir parler un peu des stratégies d'optimisation de la récupération pure qu'on peut trouver. Donc là, avec les nouvelles méthodes aussi. Et puis après, tout l'aspect psychologique qu'on pourrait mettre derrière. Et je pense que nos métiers nous amènent aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord aussi pour me suivre sur ce côté-là. Ouais. C'est que finalement, oui, on fait beaucoup de thérapie. Oui, on fait beaucoup de renforcement pour ma part, etc. Mais on fait surtout beaucoup de social et beaucoup d'humain. Et beaucoup d'humains. Et c'est peut-être le cœur, en fait, de notre métier aujourd'hui. Moi, perso, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est pour être en contact avec des gens et pour les aider et les accompagner. Si je peux les soigner, mais alors ça c'est le jackpot. Mais il y a beaucoup de patients qui sont là surtout pour être assurés. Bien sûr. Le sommeil, du coup, Paul. Le sommeil, c'est vrai que c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Ouais. Mais pourtant, c'est le moment où le corps, il est vraiment au repos. C'est le repos du repos. Et le phénomène qu'on observe de plus en plus souvent, surtout chez les jeunes, c'est avec les téléphones portables. Ouais. Qui gardent de plus en plus tard le soir. Et qui lumière mieux les écrans de manière générale. C'est vrai que après je généralise sur le smartphone, on va dire. On va dire qu'on va généraliser là-dessus. C'est vrai qu'il y a la télé, non mais le téléphone, t'appelles ça comme tu veux. Ah ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, c'est plus ça, mais bon. C'est smartphone. sur leur GSM, voilà, sur leur Nokia 3310. Donc non mais c'est vrai qu'ils sont du coup toujours dessus. Et c'est vrai que, en fait, ils voient pas l'heure avancer. Et c'est vrai que moi, je vois la différence dans ma famille avec du coup des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que moi. Et je vois vraiment la différence entre moi et quand j'avais leur âge, l'usage que j'avais des écrans et surtout les horaires auxquels je les utilisais. Et là, maintenant, c'est vrai le fait qu'ils soient tout le temps dessus, ce qui entraîne aussi un phénomène de posture. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais les écrans, et puis en plus, avec tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, c'est surtout ça. Quand on parle d'écran, on parle de réseaux sociaux. En fait, on parle pas de. Ils discutent pas par SMS ou ils s'appellent pas. C'est réseaux sociaux, c'est sûr. Et c'est hyper addict. Et c'est addict autant. C'est impressionnant. Et puis surtout, ça a un impact psychologique énorme parce qu'ils se disent tellement de choses dessus sur des messages qui ensuite sont effacés que tu peux dire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de harcèlement. Et moi, j'aimerais revenir juste sur le sommeil en tant que tel. Donc oui, les écrans jouent beaucoup sur le sommeil, mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le sommeil, c'est différentes phases qui sont appelées les trains du sommeil. Donc tu as la phase de sommeil léger, phase de sommeil profond, et que si tu rates ta phase de sommeil, tu t'endormiras pas et que tu vas devoir attendre la phase d'après. Donc en fait, le sommeil est découpé entre 8 et 10 trains, entre 4 et 6 créneaux. Sinon, ça fait des longues nuits, quand même. Entre 4 et 6 créneaux. Et si t'en rates un, en fait, ça te bouffe tout le reste. Moi, on m'a toujours dit, alors je sais pas si c'est une légende, mais que toutes les heures comptées avant minuit de sommeil sont comptées double en récupération. Il y a une vraie, il y a des vraies légendes autour de ça. Ça, c'est une légende comme une autre qu'on entend. Par contre, à côté de ça, t'as des études scientifiques qui sont sorties quand même depuis quelques années maintenant sur la sécrétion des hormones du sommeil et notamment de la récupération. Le lien entre la mélatonine exactement. Et puis il y a une vraie qui sont sécrétées. Alors après, encore une fois, c'est très individualisé, mais en majorité sur les études qui sortent, c'est après 22 heures. Voilà, après 22 heures. Ouais, à peu près 22h30. Quand tu commences à avoir un sommeil profond à ce moment-là, c'est là qu'il y a une optimisation de la sécrétion de mélatonine. Après, encore une fois, ce qui est bien répété dans ces études-là, c'est que c'est tellement interindividuel que c'est compliqué de définir ça. C'est-à-dire qu'on a tous nos préférences. Moi, je suis plutôt lève tôt, et je me couche plutôt tôt aussi, du coup. Il y en a, c'est complètement l'inverse, tu vois. Je pense qu'il faut que les gens, ils arrivent à trouver leur cycle de sommeil et le cycle qui les repose, qui les récupère. Le cycle qui est programmé en nous, tout simplement. On est programmé pour dormir la nuit et vivre le jour. Et c'est ça aussi, on voit surtout la récupération. Moi, j'ai l'exemple d'un ami qui travaillait la nuit, qui dormait la journée. Au bout de 2 ans, j'avais l'impression qu'il avait pris 3 ans, voire 4 ans de plus. C'est ça. Il avait la peau dans un état, il était complètement cuit, quoi. Et puis, est-ce qu'en plus de ça, il avait pris du poids? Il avait pris du poids, il avait des douleurs articulaires, il avait des troubles respiratoires. Le sommeil, et notamment un sommeil optimisé, tu vois, avec toutes les sécrétions de leptine et ghrelin, c'est une vraie optimisation aussi pour tout ce qui est perte de poids. Bien sûr. Et prise de masse musculaire, tu vois. Donc ça, pour optimiser la récupération et aussi la performance, c'est vraiment intéressant parce que l'expression qui dordine est réelle aujourd'hui. Plus tu as un sommeil réparateur et optimal, moins tu seras amené du coup à manger parce que il y a une compensation au niveau des hormones, tu vois. Moins tu as un sommeil qui est optimal, plus tu vas être amené à grignoter dans la journée. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un point qui est hyper important. Merci le cortisol. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et justement, quel conseil vous donnez par exemple à vos patients pour optimiser le sommeil? Ce qui a précisé, c'est que ça a été montré
toute heure de sommeil perdue ne se rattrape pas. Oui. C'est-à-dire que si on a un rythme de 8 heures de sommeil, et que par exemple ce soir j'en dors que 6, les 2 heures que je n'ai pas dormi, On les rattrapera pas sur les elles sont finies, je ne les rattraperai jamais, j'aurais beau essayer de faire la sieste, de compenser, ça va s'équilibrer dans le temps, ces heures-là, elles ne seront jamais rattrapées. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est assez défini et assez en fait... c'est fait en fait, une fois que c'est raté, c'est raté. Et on se rend pas compte... Est-ce que tu peux pas compenser sur une semaine? Non, c'est vraiment Non. des choses qui sont perdues. Et le pire, c'est quand tu rajoutes l'alcool par-dessus. Non mais c'est même pas une blague. Là, je vais laisser les experts parler. Je vais laisser les experts parler. C'est même pas une blague. Ils ont fait des études scientifiques sur la consommation d'un verre d'alcool dans la semaine. Sur l'impact que ça avait sur ton Sur le sommeil. sommeil. Je confirme. Un verre, mais juste un verre, hein, un petit verre d'alcool, ça éclate tes 5 cycles de sommeil suivants. Donc, en un verre le lundi matin, t'as fumé ta semaine. Jusqu'au vendredi. T'as fumé ta semaine jusqu'au vendredi. Donc, ça veut dire que t'es un sportif de haut niveau, tu bois une bière, juste une bière pour fêter une victoire, t'as éclaté ta semaine. Mais la bière, on en parlera après sur la On en récupération. on en parlera après. Donc, je reviens sur ce que tu disais sur les conseils qu'on donne aux patients. Moi, j'ai rarement des patients qui viennent parce qu'ils ont des troubles du sommeil. S'ils viennent, c'est qu'ils ont du mal à s'endormir. Donc après, je leur explique la lumière bleue, etc. Après, ça peut aussi être lié à des douleurs qu'ils ont eux. Moi, surtout pour le sommeil, je leur dis d'avoir un bon lit et d'avoir un très bon oreiller. Parce qu'on passe un tiers de notre vie sur le matelas. Un tiers de notre vie, c'est fou. Donc les gens qui veulent pas investir dans les matelas, mais faut leur faire rentrer dans le crâne qu'il faut qu'ils investissent. Ils vont y passer du temps dessus, et surtout un matelas pas adapté, c'est un sommeil pas adapté. Et après, c'est en fonction des gens. Il faut que ce soit mémoire de fort, mémoire. Oui, n'importe. C'est d'autres débats, en fonction de la personne. Mais il faut qu'ils trouvent ce qui leur correspond. Il faut c'est vrai que c'est bête à dire, mais c'est un investissement sur le long terme. On en discutait tout à l'heure. C'est vraiment que c'est quelque chose. Oui, sur le coup, ça va avoir un certain coût. Mais sur le long terme, en fait, ça va être rentabilisé parce que oui, au moment T, ça va piquer parce que faut payer, il faut sortir la carte bleue. Mais en fait, sur le long terme, il va avoir des bénéfices au niveau moral, au niveau récupération, du coup, au niveau sommeil, au niveau humeur aussi, au niveau avec santé, tout dopamine, simplement. Et au niveau santé, tout simplement. Ça, la répercussion va être plus importante en fait. Le bénéfice-risque entre le guillemets, ce qu'elle va investir pour gagner est vraiment beaucoup plus important. Donc, ce dont on parlait juste avant, les écrans, etc., tout on a parlé, moi j'essaie d'expliquer ça avec des mots beaucoup plus simples à mes patients, en leur disant, les phases de sommeil, c'est ça, ça, ça. Si vous ratez quelque chose, comme tu l'as dit, ça, vous pourrez pas le rattraper. Essayez de faire les choses pas à pas. C'est pas possible de leur demander de tout changer d'un coup. C'est impossible. Les gens, ça leur, comme je disais, il y avait trop de notions sur la récupération, là, ça leur ferait trop d'infos, même si c'est juste sur la literie. S'ils sont là, ils sont, non, mais faut que je change ça, mais du coup, faut que je change ça, mais oh là là, mais je vais devoir faire ça, et puis je vais devoir faire ça. Puis c'est pas tenable. C'est pas tenable dans le temps. C'est pas tenable. Puis au niveau investissement et tenable dans le temps, ça peut pas se faire. Parce que même eux, ils ont pris les habitudes. Bien sûr, s'ils changent du jour au lendemain des habitudes, ils vont tenir un mois et puis après ils vont totalement arrêter. Et puis même en changeant les habitudes, sur les quelques semaines qui vont suivre, tu vas perturber complètement leur cycle de sommeil. Et donc tu risques en fait d'encore plus les fatiguer, d'aggraver. C'est pour ça d'y aller progressivement, c'est vraiment une façon intelligente de faire. Et justement, quel conseil, à part changer la laiterie, enlever peut-être les écrans, mais est-ce que vous avez des conseils que vous donnez, vous, à vos patients, à vos moi, athlètes? sur la nutrition, je leur dis de manger léger. Sur le sommeil pur. Sur le sommeil pur. Moi, c'est d'essayer d'avoir un horaire comme je disais tout à l'heure, qui leur correspond, en fait. S'ils sentent qu'à 21h, 21h30, 22h, ils commencent à piquer du nez, c'est leur corps qui leur dit, maintenant, mon grand, allez. Même si c'est 21h. Hein. Même si c'est 21h, et oui, il y a peut-être le match le soir, il y a quelque chose à regarder à la télé, il y a un truc qui les intéresse, ton corps il t'a dit stop, tu vas tranquillement au lit, et tu te lèveras plus tôt, du coup le programme tu le rattraperas ou autre. Et pas aller au lit et poser son téléphone. Et poser le téléphone. Non mais c'est vrai, parce qu'on a toujours tendance à sortir du salon, avoir le téléphone dans la poche, on se pose, paf, tu poses sur le côté, tu sais pas quoi faire. Et puis le téléphone qui sert de réveil aussi, comme 99% des Français aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. Alors qu'un réveil, ça coûte quoi, 10 €, et encore. Même pas, maintenant ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Et puis surtout, on dit ça, mais on est les premiers à le faire. Oui. On tient à le préciser aussi, on n'est pas parfait, à ce niveau-là. C'est quoi, on est les premiers à sortir du salon, à se dire, je vais me coucher, et on passe une heure à regarder des conneries. Et tout ce qui est séance peut-être de méditation, de 15 minutes yoga, très léger, vous le préconisez ou pas du tout? Alors, pour en avoir fait un peu, moi, ça m'a pas aidé à dormir mieux, mais ça m'a permis de m'apaiser. Ouais. Donc, justement, après une séance malheureuse de 2 heures sur un téléphone, on va dire, je me suis retrouvé comme
bêta, comme un con, parce qu'on va te démonétiser. Mais non, je me suis retrouvé là, à 1h du matin, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à dormir. Bon, bah, ok, je me suis posé, je me suis mis en tailleur et j'ai essayé par des exercices de récupération, de me détendre. Et du coup, là, oui, ça aide pour l'endormissement. Ouais. De respiration, du coup, de récupération. De respiration. De respiration. Vraiment pour méditer. Le yoga, c'est pas préconisé avant, parce qu'en fait... Quand je parle de yoga, je parle de yoga méditatif, justement. Ah, ok. Vraiment respiratoire. Ouais. Ah bah, ça, oui, ça, c'est vraiment conseillé pour apaiser la personne, mais pas pour améliorer sa qualité de sommeil. C'est pas ça qui va améliorer sa qualité. C'est pas là où là-dessus. C'est indirect, on dit. Tu réduis, en fait, simplement le tonus musculaire, tu fais descendre la fréquence cardiaque, tu permets de passer sur le système parasympathique. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, tu optimises ça. Ok. Bon, bah, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour un peu sur le sommeil, là. Mettez en commentaire, n'hésitez pas, on va répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Ça va faire remonter le référencement. Voilà, n'hésitez pas. Bombardez les commentaires. Pas de souci. Non, mais s'il y a vraiment des questions ou autres, n'hésitez pas, on sera là 1 heure après la vidéo pour répondre aux commentaires, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, le sommeil, on a fait le tour. Sur tout ce qui est maintenant, on va faire un seul pôle. Je vous propose que ça sert à rien de différencier. Un seul pôle, hydratation et nutrition. D'accord. On a parlé de la bière tout à l'heure. Je pense que c'est le plus gros mythe aujourd'hui qui peut exister sur la récupération. Surtout dans le rugby. Surtout dans le rugby. Bah, tu vois, même moi dans le basket, c'est quelque chose qui est hyper réputé. J'en discutais dans nos séances à Dynamic Step avec certaines personnes qui font du CrossFit. Pareil, c'est très réputé. Et puis bon, vous connaissez un peu le lieu chez nous. L'idée, c'est aussi de partager un moment après la séance. Et donc, il y a aussi des consommations de bière. Et l'idée, c'était de casser un peu ce mythe-là, tu vois, autour de cet alcool-là, qu'on entend beaucoup de choses. La bière, c'est très intéressant pour la récupération. Qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans la bière? Parce que si on le dit, c'est qu'à un moment, il y a des choses qui sont bonnes aussi. Vos points de vue, vos débats dessus. En fait, je tiens à dire une chose, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de choses. Oui, c'est le seul de nous trois qui ne boit pas d'alcool. Il est sage. Vraiment, c'est le seul qui est sage ici. Disons que j'ai des échos, mais je vous cache pas que là, on a un connaisseur et on a un expert. Quand on est fait, lui, il connaît la bière. Merci Sam. C'est toi Sam. Merci de rien, jeune homme. Donc si je fais le lien par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, toi tes cycles de sommeil ils sont tout le temps parfaits du coup. Joker. Belle. Non, en fait le mythe de la bière, c'est on nous dit ah ben il y a de la céréale dedans, c'est bon pour la récupération, ça va activer ton système sanguin, machin. Non. Non, c'est faux. C'est bon la bière, mais c'est totalement faux. À partir du moment où il y a de l'alcool, ça va nuire à votre système sanguin et nuire à votre récupération. Ok, c'est très bon, on la boit parce que c'est festif, parce qu'on a gagné, voilà. Mais il y a rien de bon dans la bière. Malheureusement, même si j'adore ça, c'est malheureux de le dire, il y a rien de bon dans la bière. Ça va, ça sera coupé au montage. Non, en fait, ce qui était dit, c'est que la bière, faut en boire une, parce que le houblon qui est contenu dans la bière va activer ton système digestif, donc du coup, activer ton système sanguin, et par la suite, enlever tout le lactique que tu as. Ça marche pas comme ça. Non. Pas du tout. Buvez de l'eau. De l'eau. C'est surtout que par rapport à tout ça, alors c'était des anciennes croyances d'avant, mais surtout qu'aujourd'hui on a prouvé que par rapport à, tu parles de l'acide lactique j'imagine, on a prouvé que le corps n'en produisait pas déjà, donc juste ça déjà, techniquement ça ne peut pas fonctionner. Et puis si on en revient en fait aux bases d'un entraînement, parce que souvent à la fin des matchs ou à la fin d'entraînement, quand on en revient aux bases de l'entraînement, par rapport à la nutrition ou à l'hydratation, l'entraînement déshydrate le corps. Et puis on a des carences. On a des carences du coup en sels minéraux, etc. Donc c'est éliminé via la transpiration. Exactement. La bière avait été justement, comme tu disais, potentiellement pris comme un moyen de récupérer ces sels minéraux. Mais par contre, on a tous fait l'expérience pour ceux qui consomment de la bière que derrière ça, on a tous envie d'aller aux toilettes. Et puis surtout, on a des crampes. Et donc au final, voilà. Donc ça, au contraire, ça te déshydrate encore plus. Ouais. Et ça t'apporte aucun nutriment. Vraiment, rien. Alors, sur le côté festif, très très bien. Et justement, la bonne humeur est vraiment sympa. N'importe quelle marque, N'importe quelle marque de bière. Et ça, tu vois, on parlait de l'aspect psychologique. Pour l'aspect psycho et pour favoriser la récupération psychologique, c'est super intéressant. Par contre, pour optimiser la récupération du corps, là, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Donc, qu'est-ce que vous préconisez justement en boisson post-effort pour optimiser cette récupération? Tout dépend le type d'effort, j'ai envie de dire. La durée de l'effort. Voilà, si c'est un effort intense et long, intense et court, long et peu intense, ça varie vraiment.
Et surtout les symptômes aussi qui arrivent après. C'est ça. De manière générale, je dirais que l'eau accompagnée de sels minéraux appropriés à la dépense énergétique et à la dépense calorique est le meilleur moyen de réhydratation. Après, si on est sur une optimisation de performance... Tu parles de sels minéraux, qu'est-ce que tu... Concrètement, pour aujourd'hui, ceux qui nous regardent, comment tu peux optimiser ta boisson d'effort, de récupération? Ne pas boire de l'eau du robinet. non, mais déjà de Bien base, sûr. ne pas boire de l'eau du robinet. Après, on peut complémenter avec des compléments alimentaires, type fer, zinc, vitamines, etc. Magnésium, ça c'est à voir. Ça c'est à voir après avec un diététicien, avec un professionnel, même toi, un préparateur physique qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Moi, j'ai juste l'expérience de mes 20 ans de rugby, mais je suis pas passé de l'autre côté de la barrière en disant bon bah c'est comme ça que ça marche. Voilà, moi ce que je prédispose et ce que je dis aux patients, c'est buvez de l'eau, prenez des compléments alimentaires si vous en avez besoin, en fer, en machin, en truc. Bien sûr. Les cures, là, il y a des cures de 1 mois qui sont trouvées en pharmacie. Après, il y a plusieurs marques dont on ne citera pas le nom. Pas de marque d'eau, mais en fonction de l'eau, c'est pas c'est vrai. Et voilà, et après en fonction de l'eau, en minéraux, et du coup, c'est pas les mêmes impacts aussi en fonction de l'eau. Voilà, et puis surtout, il faut boire de l'eau pendant l'effort. Et ce qui est recommandé, c'est boire de l'eau gazeuse pour garder du sel, pour justement garder de l'eau et éviter les crampes après. Et associé à ça, souvent un peu de sucre pour augmenter légèrement le taux de sucre dans le sang pour gagner l'énergie. Et ils disent un peu de citron, ça c'est plus pour le côté digestif et éviter que ça t'explose l'estomac. C'est ça. Ça serait le cocktail parfait, idéal, lors de l'effort. Je mets juste un petit bémol, c'est sur le sucre, tu vois. Parce que du coup, les gens vont pouvoir entendre, bah écoute, je vais dans mon placard, je prends du sucre et souvent c'est du sucre blanc ou du sucre de canne qu'ils ont, tu vois. Non, on parle de sucre et pour être vraiment précis en termes de molécules, c'est de la maltodextrine qu'il faut vraiment favoriser. Donc, j'imagine que vous n'avez pas tous de maltodextrine chez vous. Hein. Et puis je pense je pense que peu de personnes savent ce que c'est. La maltodextrine. Mais pourtant c'est quelque chose qui est hyper courant. Parce que nous on l'utilise, tu vois, et qu'on le consomme. Mais justement pour faciliter les choses, une boisson d'effort qui est optimisée, c'est dans 1,5 litre d'eau, mettre 2 pincées de sel et par exemple une cuillère à café de miel. De miel, tu vois, qui est un sucre beaucoup plus assimilable par le corps. Le côté citron parfait pour justement activer et faciliter la digestion. Parce que le piège de mettre du sucre blanc, c'est d'avoir un pic de glycémie derrière et surtout d'avoir la descente en enfer derrière et aussi d'avoir un système digestif qui soit finalement activé de façon très importante et ça va nuire à ta performance, tu vois. Ah, vraiment. Et pour reprendre ce que tu disais sur le fait de boire pendant un effort, on a fait des études à l'INSEP, tu vois, sur le centre fédéral dans le basket, et on s'est rendu compte que même ceux qui buvaient perdaient beaucoup d'eau. Ah bah oui, mais c'est-à-dire que vous avez beau pendant l'effort, vous avez beau vous hydrater, continuer à vous hydrater enfin de façon même toutes les 2-3 minutes, hein, parce que le but c'est pas de boire 1,5 litre tout de suite, hein, c'est de boire de façon régulière. Mais vous avez beau faire ça, quoi qu'il arrive, il y a une déshydratation qui est créée due à l'effort physique. Due à la dépense. Et c'est pour ça, c'est pour ça que après l'effort, c'est très important de continuer cette hydratation transpirer 15 minutes encore après et de favoriser ça, tu vois. Et qu'est-ce que vous pensez du coup pour continuer sur cette notion, tu vois, parce que comment on perd de l'eau? Comment on perd de l'eau pendant l'effort? Et bah du coup, on a 5 gros systèmes, 5 points majeurs. Voilà, 5 points majeurs qui nous font perdre de l'eau. Il y a la respiration. Il y a la perte hydrique dans les urines. Il y a la perte hydrique dans les selles. Il y a la perte hydrique lors de l'exercice musculaire avec l'eau qui est consommée par les muscles. Et en dernier, celui qu'on remarque le plus en salle de sport, c'est la sudation. La transpiration. La transpiration, tout simplement. C'est ça. Qui est vraiment importante. Et justement, qu'est-ce que vous pensez des séances de sauna après, ou des séances de hammam, par exemple, après c'est un effort, ces séances un peu dans la chaleur qui vont optimiser, qui vont accentuer cette sudation? Alors, Joker, je déteste ça. Non, vraiment, le sauna, en fait, c'est juste moi, j'accepte, enfin, mon corps a beaucoup de mal avec la chaleur. Le sauna, je comprends pas. Sauna et l'autre, c'est hammam. C'est pas le même, du coup, sauna, c'est sec, et hammam, c'est un petit... Ouais, mais je comprends pas le principe de se faire transpirer. C'est exactement ça, c'est juste faire perdre de l'eau.
Concrètement, c'est ce qui est utilisé beaucoup dans les sports de combat là actuellement, avant, dans les périodes de sèche, et on voit bien les effets sur le corps. C'est que là récemment, il y a 3 semaines, un mois, une combattante qui a pas pu faire sa pesée parce qu'elle s'est évanouie 2 fois au moment de sa pesée, tellement elle avait fait une sèche intense. Et généralement, ces sèches intenses, ça veut dire qu'elles ont été faites rapidement. C'est ça. Et du coup, ça veut dire généralement usage de hammam avec couverture de transpiration. Là, je parle, là, on est poussé à l'extrême. Voilà, c'est poussé à l'extrême. Le vrai intérêt d'un sauna, par exemple, tu vois, ou d'un hammam post-effort, sauna sec, du coup, hammam plutôt humide dans l'idée d'activer, des vapeurs, voilà, d'inhalation, pardon, et chercher mes mots, d'humidifier les bronches, plutôt. Okay. Après, l'utilité d'un hammam, moi, je suis pas expert dedans, je maîtrise pas, par contre, sauna, beaucoup plus. L'avantage d'un sauna, en fait, c'est un peu l'idée de réactiver la pompe, le cœur, tout simplement. Mais du coup, c'est après, juste après l'effort? Non, faut attendre ton... T'as un laps de retour au calme. D'accord. T'attends ton retour au calme. Ok. Que tu peux faire par les étirements dont on débattra après. Mais tu peux faire tout de suite derrière. Il y a pas de... Il faut qu'il y ait une redescente, par contre, du cœur. Voilà. D'accord. Pas que tu vois, tu vas pas faire un marathon tout de suite enchaîné. Ouais, tu vois pas. Okay. Mais il y a un vrai intérêt, c'est pour la notion de récupération, entre guillemets, active. Que tu fais de façon passive, mais que ton corps, dû à la chaleur, va venir en fait drainer, tout simplement, tu vois. Va venir drainer, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, la pompe cardiaque va s'activer, d'accord. On va activer, la sudation, là, c'est le point un peu négatif du sauna, tu vois. C'est que tu vas optimiser, tu vas augmenter encore cette déshydratation, mais par contre, en termes de récupération, ne serait-ce que musculaire, donc récupération métabolique, clairement, musculaire et corporelle, voilà, c'est quand même très intéressant. Et le plus optimal dans ça, c'est de faire le sauna et derrière dans un bain froid. Ouais. Tu vois, pour l'effet vasodilatation, vasoconstriction tout de suite, et pour optimiser ce retour veineux. Ce retour veineux qui est très intéressant justement pour la notion de drainage. Tu vois, on a tous eu, toi dans le rugby, nous dans nos entraînements aussi, à un moment donné, faire des gros entraînements, que ce soit de course, de musculation, etc. Et de rentrer, avec moi tout simplement. Et tu rentres dans les poubelles pleines de glace. Et de rentrer chez soi sans faire de récupération, sans faire de cette technique-là, tu vois, et d'avoir en fait les chevilles presque un peu gonflées, ou tu vois cette sensation d'être pâteau. Alors congestionné, c'est ça. Alors que de faire toute cette méthodologie de chaud et de froid est vraiment intéressant. Le seul hic et le seul moment où c'est pas optimal de le faire, c'est sur un gain de force. Tu vois, sur une grosse séance d'hypertrophie, ou de force maximale. Là, par contre, il y a pas d'intérêt d'aller chercher un sauna ou un bain froid, parce qu'au contraire, ça va réduire ce gain de force, ou ces gains d'hypertrophie. Voilà, exactement. Ça va annuler la congestion. Tout simplement. Voilà. Okay. Donc voilà, mais par contre, tu vois, pour un entraînement de rugby, pour un entraînement de basket, pour un entraînement de foot, pour un entraînement dans une salle de sport, c'est vraiment intéressant pour favoriser ce drainage. Et on en vient aussi au point psychologique, pour favoriser le relâchement. Tu vois, l'activation du système parasympathique, notamment avec le froid qui est derrière, tu vois. Ça, c'est vraiment très très intéressant là-dessus. C'est vrai que le froid, en ce moment, au niveau de la récupération, est beaucoup trop sous-coté. J'ai l'impression que c'est vrai, c'est totalement sous-coté, et les gens oublient que la glace existe, et que mais juste quand on se fait mal, on parle de glace, on parle des glaçons. Ouais, les glaçons. Parce que la glace, on parle de la glace, c'est pas la fin. La glace pilée. Les glaçons, j'annonce, c'est pas dans le verre de. Non, pas dans le Ricard, pas dans le Ricard. Attention, je vous vois. Non mais, et en fait, les gens oublient que la glace a un pouvoir. C'est peut-être un peu mystique de dire pouvoir, mais a un impact. Une capacité. Voilà, c'est ça, très bien. Parfait, le mot parfait. La capacité de régénérer et d'éviter les congestions, les œdèmes, etc. Et quand vous éclatez la cheville, vous faites une entorse de cheville, les gens oublient qu'il faut mettre de la glace. Il faut mettre de la glace. Et c'est pareil, justement, quand tu fais ton... Après, il y a encore des débats là-dessus. Sur les glaçages en trauma, c'est encore un autre débat, c'est encore autre chose. Ils sont encore en train de faire des examens, mais en fait, en ce moment, tout change. Tout est remis en question. Tout bouge. Donc on essaie de vous apporter 2-3 pistes. Qui sont à l'heure actuelle. On a vraiment, on a les réponses. On a les réponses actuelles, parce que la grosse avantage de notre métier, la vraie force aussi de notre métier, c'est que demain, on va sortir une étude scientifique qui va complètement changer en fait la donne. Et qu'il va falloir s'adapter. C'est ça, tu vois. C'est continuel. Moi, je suis en train d'écrire une étude là sur le travail de la mobilité de la cheville. Mais juste avec cette étude-là, je suis en train de montrer qu'il y en a 2-3 autres qui fonctionnent plus. Et demain, il y en aura d'autres qui vont montrer que la mienne, finalement, n'est plus d'actualité. Tu vois. C'est la vraie force aussi de notre métier, c'est qu'on est en constante évolution. Mais en même temps, je pense que tu vois, il faut revenir un peu aux bases des choses
et revenir en fait à la vraie clé qu'on est sur de l'humain, on est sur du corps, et on n'est pas sur des robots et sur de la science, tu vois. Donc, pour revenir un peu sur notre sujet de la récupération, donc on a parlé d'hydratation, etc. Très bien. Sur le côté nutrition maintenant. Alors, on va pas parler d'une nutrition saine au quotidien parce que c'est pas le but, tu vois. On va, même si ça joue clairement, très clairement, notamment sur le système. Une bonne alimentation. C'est super important. Non, il faut qu'il y ait de la couleur dans vos assiettes. Et ça. Mais notamment dans la récupération digestive, tout simplement, c'est super important. Non, mais qu'est-ce que vous favorisez en termes autour d'un entraînement, donc que ce soit avant, pendant, après. Quand je parle d'entraînement, ça peut être aussi compétition, d'accord. Qu'est-ce que vous préconisez pour optimiser cette notion de récupération? Et là-dessus aussi, il y a plein de débats. Et surtout, on va devoir casser un mythe. Ouais. Un mythe énorme. On est là pour ça. qui dit qu'il faut manger directement après sa séance de sport. Tu as vu la même vidéo que moi et j'avais lu l'étude avant qu'il la sorte. Donc, il y a des gens qui ont fait une étude scientifique qui ont dit que vous avez un laps de temps de 24 heures environ pour manger après une séance de sport. Sauf qu'en 24 heures, tu as le temps de faire 2 séances de sport. Plus, ouais, d'accord. Il y a un autre mythe qui dit que il faut manger des pâtes et du riz avant une séance de sport parce que oulala, ça va me donner de l'énergie. Sauf que non. C'est pas comme déjà la digestion, elle met minimum 4 heures dans l'estomac et c'est pas encore assimilé. Au bout de 4 heures, ça passe dans le reste du digestif. Ça fait la suite. Et après, il y a encore 4 heures avant que ça soit assimilé. Non, mais clairement, non, bien sûr. Ça fait déjà 8 heures. Donc 4 plus 4, 8. Et puis encore, tu vois, tu parles de riz, tu parles de pâtes. Et où sont l'apport en protéines? Ouais, c'est ça. Où est l'apport finalement en vitamines et minéraux? Bien sûr. En fait, c'est pas du tout complet. C'est le problème de tous ces mythes-là, c'est qu'en fait, il y a rien dedans, quoi. Il y a rien. Les assiettes sont elles sont pleines. Le bide, il est blindé. Hein. Mais alors, vous allez être crevé. Vous allez avoir aucune force. Aucun sommeil réparateur zéro. Sommeil zéro. Vous allez être en manque de jus continuel parce que votre système digestif va toujours être là à brasser. Parce que les pâtes et les riz, c'est super dur à digérer. Hein. On le dit pas assez. En tout cas, avec le gluten, c'est ce qui fait partie des choses les plus complexes à digérer. Hein. Mangez des fruits et des légumes. Franchement, vous mangez sous-côté. Fruits et légumes, notez bien. On a tendance à oublier parce que oui, c'est vrai qu'il faut faire la cuisine, il faut machin. On a tendance maintenant dans notre société actuelle là à avoir un petit peu tout qui est fait, tout prêt mâché. Et c'est un vrai problème parce que du coup les gens ne cuisinent plus. Il y a des pertes de nutriments énormes. Et du coup, les produits généralement industriels qui vont être achetés, déjà c'est bourré d'additifs pour conserver du gras, du sucre, du sel. Du coup c'est pour garder le goût. Et du coup en fait ça fait un trop plein. C'est vraiment quelque chose en surplus. Et vraiment, c'est une catastrophe. Du coup, on voit bien avec les taux d'obésité qui n'arrêtent pas d'augenter. Même dans les salades. Hein. Même dans les salades. C'est ça, même dans les salades préparées, surtout dans les salades. Et puis, me dites pas Coca sans sucre. Non, on en parlait l'autre jour de McDo, tu vois, on parlait de McDo. Ce qu'il faut savoir, et je pense que tu seras mieux en place que moi pour en parler, les salades McDo sont quand même plus caloriques qu'un Big Mac. Hein. Et en fait, ce qui est calorique dans un Big Mac, c'est la sauce. Bon, ouais, pour petite histoire, j'ai bossé 3 ans à McDo, hein. On est tous idiots à un moment ou à un autre. On n'est pas tous parfaits. On n'est pas tous parfaits dans tous les cas. On doit tous manger. À un moment, on doit tous manger. Et pas que des pâtes. Non, ouais, les salades à McDo sont vraiment hyper caloriques. Et moi, j'hallucinais quand je préparais. C'est impressionnant quand même. Quand je préparais les salades, on voit la salade, hein. Et je vous dis pas des bêtises. C'est au moins 1800 calories, la salade. Donc, c'est-à-dire 3 morceaux de salade avec un peu de sauce, 3 tomates, des olives et 2-3 pâtes. Quand tu sais que concrètement la salade, ça fait partie des aliments les moins caloriques, normalement, avec un aspect de satiété le plus important. C'est ça. Et là, je pense qu'il les baigne dans de l'huile pratiquement. Bien sûr, et donc, ce qui fait que c'est baigné dans la l'index sauce calorique du coup, c'est sûr. Mais et on rappelle que 1800 calories, entre guillemets, c'est l'apport journalier pour une femme à peu près. Voilà, sans rentrer dans les détails, c'est 2400 pour un homme, 1800 pour une femme en fonction de tout ce qui est système musculaire, sollicitation et autres. Voilà, bon, ça c'est sans rentrer dans les détails. Je suis plus à 4000 moi. On n'a pas le même métabolisme. On n'a pas le même sujet. Ça c'est encore un sujet, on en parlera une autre fois du métabolisme de monsieur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour parler clairement, une femme avec une activité, on va dire, classique, donc sans sur la sollicitation ou autre, c'est à peu près 1800 calories par jour. Là, une salade McDo, c'est 1800. Manger une seule salade McDo dans la journée, vous allez voir. Vous allez péter la dalle. Vous allez passer une mauvaise journée. Parce que l'apport en satiété est pas. Il n'y a rien dedans. Donc, pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'on conseille aux patients. C'est vrai qu'il y avait une question au début. La question de qu'est-ce qu'on conseille aux patients, en fait, malheureusement, c'est manger sainement et cuisiner. Il y a surtout un truc
cuisiner. qui est très très important et qui est quelque chose, il y a un aliment qui est surcoté. Et je pense que vous, derrière la caméra, vous savez de quoi je parle. C'est le lait. Lait, lactose, Achtung. fromage, yaourt, c'est surcoté. Merci le lobbying du lait. Bon, là, je vais me faire taper dessus. Mais vraiment, le lait, c'est fait pour les veaux. C'est fait pour qu'un veau, il prenne 200 kilos en 6 mois. On parle de lait de vache. On parle du lait de vache. Hein. Attention. On parle du lait de vache. Le lait de chèvre, c'est encore autre chose. Lait de chèvre, lait de brebis, lait végétaux. C'est un autre débat. C'est encore un autre débat. Et moi, quand les gens me disent j'ai mal au ventre, ou je dors mal, ou j'ai une mauvaise digestion, moi, je leur fais déjà enlever ça en premier, parce que c'est hyper calorique, et c'est pas du tout digeste. Après, c'est vrai qu'en France, on a cette culture Du lait. du lait. On va dire le fromage, le pinard, le pain. Mais bien sûr. C'est vraiment, la critique de l'apéro. C'est le cliché. La baguette, hop, le petit béret. Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait le point sur notre podcast, quand même, qui aujourd'hui finalement détruit la récupération et n'optimise pas du tout le sommeil ni la performance. Comme a dit JB, c'est fait pour les veaux. Oui. Et je rappelle aussi, entre parenthèses, que nous sommes la seule espèce adulte qui ne se sevre pas à boire du lait. La nature est plutôt bien faite en règle générale. C'est vraiment, il y a comme il disait l'autre, Dieu il joue pas au dé, hein, donc bon. Mais tu vois, pour revenir sur la récupération et sur l'optimisation de la nutrition, il y a un gros mythe, on parlait de mythe tout à l'heure, tu vois, il y a un gros mythe aujourd'hui encore, c'est notamment les salles de sport. Nous on le voit à Dynamic Step, et puis je le vois avec mes athlètes. C'est il faut prendre le shaker de whey, mais attends, c'est pas il faut le prendre dans une heure. Il faut le prendre. Ils courent après leur séance dans leur vestiaire. Ils prennent le shaker. Je suis en phase métabolique. Je suis dans j'ai ma fenêtre métabolique. C'est bon, c'est parti. C'est ça. Aujourd'hui, on a prouvé que cette fenêtre métabolique, donc cette optimisation d'absorption des protéines, des acides aminés notamment, était ouverte. Avait un pic d'optimisation dans la demi-heure, et encore ça varie en fonction des gens, dans la 45 minutes, c'est plutôt 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes, dans le pic du pic, mais cette vague d'optimisation, elle est ouverte jusqu'à 10 heures après. C'est immense. En gros, sur toute ta journée. Voilà, l'idée c'est, à un moment donné, si vous n'avez pas d'apport devant vous, mais c'est pas grave. Votre entraînement sera quand même optimisé par autre chose. Ça sera quand même bénéfique. Après, tu vois, par rapport à la nutrition, pour optimiser et pousser le développement, nous, ce qu'on donne aujourd'hui à nos athlètes dans le milieu professionnel, c'est un apport en whey. Par contre, attention, en whey, nous on le fait sous des whey végétales, simplement. Tu vois, peu importe, peu importe le type de protéines. Hein. Ouais. Sur des protéines, par contre, voilà, contrôlées. Alors, nous on utilise des barres françaises, biologiques, etc. Mais on le complémente aussi en acides aminés un peu spécifiques. Du style la leptine, du style tout ce qui va être aussi la glycine, pour optimiser la récupération des tendons et des ligaments, qui est vraiment intéressant, notamment pour dans des athlètes un peu blessés en ce moment. C'est quelque chose qu'on va optimiser là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à le donner dans la demi-heure qui suit, mais sans mettre de pression gars, c'est que ou au fil, voilà, consommez-le. Mais par contre, c'est pas je consomme ça et j'ai fait mon repas. Non. C'est je consomme ça. Par contre, à côté de ça, je construis une vraie nutrition. Et ça reste, comme tu disais tout à l'heure, que du complément alimentaire. Attention, c'est que du complément. Et moi, c'est ce que je dis aussi aux gens qui viennent chez nous à Dynamic Step. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réfléchi à une réflexion de restauration à côté. Tu vois, c'est relâchez-vous, faites votre récupération en prenant votre douche, etc. Et derrière ça, allez manger un bout. Mais manger solide aussi, tu vois, sain, et qui va apporter tous les protéines et les minéraux. Parce que le corps a besoin de comprendre qu'il mange. Exactement. Si vous buvez, votre corps, il ne comprend pas qu'il mange, donc il ne va pas assimiler de la même manière. La nourriture liquide, c'est marrant, mais bon. Vous allez perdre du poids. Il y a le réflexe de mastication qui active les enzymes dans la bouche. Et c'est super important, c'est ce qui lance la digestion, c'est la première zone de digestion. Donc cette zone d'absorption en buvant, il n'y a pas de mastication, du coup il n'y a pas de sécrétion, et du coup le corps ne comprend pas. Par contre, l'avantage de cette zone-là, c'est pour ça qu'il faut toujours l'optimiser et la combiner, le fait de la consommer en premier, et derrière de manger par-dessus, tu vois, par la suite, ça veut dire que ça favorise la digestion. Ça fait bon bouchon, ça fait pas bouchon. Oui, si tu veux faire simple, ça fait pas bouchon, justement. Ça favorise la digestion, et justement, si tu manges à côté, ça va favoriser l'absorption de ces acides aminés, tu vois. J'ai vu une étude récemment qui est assez intéressante là-dessus, et après,
il n'y a rien de vérifié aujourd'hui, c'en est qu'une aujourd'hui, mais qui est très intéressante, et je veux avoir votre avis. Ils ont analysé 2 types de sujets. Une personne justement qui prenait son shaker ou une nutrition tout de suite derrière, donc avec un système sympathique encore très activé, et un autre groupe qui, sur le même laps de temps, faisait une séance un peu de yoga, de respiration, arrivait à un vrai relâchement et donc arrivait au système parasympathique et faisait consommer leur complément alimentaire. Et on s'est rendu compte en fait que c'est le groupe avec un système parasympathique bien plus activé, qui avait une meilleure absorption. Ça m'étonne pas du tout. Une meilleure absorption. Pour préciser pour les gens, parce que c'est vrai que ortho, parade, c'est des termes qu'on maîtrise, orthosympathique, parasympathique. L'orthosympathique, on va dire que c'est le système de sollicitation. Donc, c'est un système nerveux. Voilà, Et là, on va parler au niveau du bide. Voilà, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Ici. Nous, en plus, on a de quoi, enfin voilà, on a de la masse. On sait de quoi on parle. Il y a de l'espace. Là, il y a des experts. Là, il y a des vrais experts, d'accord? Voilà. Mais c'est vrai que l'orthosympathique, c'est la sollicitation et le para, entre guillemets, s'associe au repos. C'est très schématisé, parce que après, c'est vrai que ça dépend des systèmes, il n'y a pas en fonction des réponses. Voilà, c'est bien plus complexe que ce que je viens de vous dire. Et on peut même faire encore plus simple. On peut dire que l'orthosympathique, c'est l'activation musculaire, faire du sport. C'est ça. Et le parasympathique, c'est le relâchement. C'est le relâchement et la digestion. Ouais. Donc, tout ce que tu viens de dire, tout simplement, si ton corps, il est déjà relâché et il est prêt à absorber, ça m'étonne pas que ces personnes absorbent beaucoup mieux que la personne qui est en pleine phase. Je vais dire encore, j'allais dire orthosympathique, mais en activité à fond, quoi. Si vous êtes en activité à fond, ce qui casse complètement le mythe de tout de suite après ma séance, consommer. Nous, c'est pour ça que sur nos séances aussi, on a vraiment réfléchi là-dessus. C'est, t'as ta séance, t'as un retour au calme, qui, je pense, est très important pour l'aspect psychologique, tu vois aussi. Et derrière ça, tu peux te permettre d'aller justement consommer ce que tu veux pour optimiser ta récupération. Et le retour au calme permet aussi de profiter des endorphines qu'on sécrète pendant le sport. Complètement. Tu vois. Ça, c'est chose qui est aussi sous-cotée. Les endorphines. Utilisées en vrai. Hormones du plaisir. Mais hormones du plaisir dans toute activité physique. Les personnes qui disent j'aime pas faire du sport. Oui. Ça, les personnes qui disent je vais m'évanouir. Bon, d'accord, vous transpirez, vous êtes pas bien. Mais tout le positif que ça va vous apporter après, c'est toujours mieux de faire du sport, même un petit peu, que pas du tout. Juste aller marcher. Quand la marche est une activité physique. Quand vous entendez, pas le shopping. On parle de vraie marche. Parce que rester debout toute la journée. Non mais ce qui est super important, c'est que faut activer votre système sanguin. Juste en marchant, aller marcher une demi-heure. Ça fait revenir, avec semelle plantaire, ça fait revenir le sang. Donc ça fait déjà une circulation. On est bassiné par faites 10 000 pas par jour, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais ces trucs-là, c'est que c'est véridique en fait. C'est les médecins, ils se sont posés, ils ont fait des études. Et activez juste vos systèmes. Et ça va vous aider. Et ça va améliorer votre digestion. Mais un truc de fou. Mais vraiment, c'est votre digestion, votre récupération, la lutte contre le stress. Aussi, parce que le cortisol, tu vois. Ne serait-ce que ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Donc, cortisol est une hormone. Nous, parce qu'en fait, on parle de plein de trucs, mais c'est vrai qu'il faut définir un petit peu les termes. Le cortisol, c'est une hormone qui joue sur votre glycémie. Sur votre glycémie, donc du coup sur votre stress, sur plein de choses. Le système endocrinien, du coup, des hormones, en fait, tout est lié. Donc dès qu'il y en a une qui va être sollicitée quelque part, ça va réveiller. Que ce soit au niveau, du coup, au niveau crânien avec l'hypophyse, voilà. Pour rentrer dans les détails, au niveau du, voilà, c'est vraiment tout est lié. Donc dès qu'il y en a un qui va s'allumer, les autres vont aussi s'allumer. Ce qui fait que pour faire le lien de ça, parce que les gens vont se dire, attends, comment tout est lié, mais un truc tout bête, ce qui fait que justement, quand vous stressez, on peut avoir des maux de ventre, on peut avoir une digestion qui est pas du tout optimale. Après, moi aussi, j'aurais une chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit JB, c'est que nous, en ostéo, on a un proverbe, c'est la vie, c'est le mouvement. Tout simplement. Le corps est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester stable, de stagner, tout ça, voilà. Donc la vie de bureau, c'est vrai que ça, après, ça départ, on part sur encore d'autres choses. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Une personne qui marche a moins de problèmes qu'une personne qui est assise au bureau 8 heures par jour. Tout simplement. C'est pas une blague. En cabinet, on voit beaucoup de personnes qui viennent et qui sont secrétaires de bureau. En ce moment, avec le télétravail, alors là, ça a explosé. Et justement, tu vois, on va finir là-dessus, ça permettra d'arriver sur le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est toujours cette notion d'entraînement que je disais. On a parlé du sommeil, on a parlé de l'hydratation, de la nutrition, on a parlé de l'aspect psychologique sur tous ces points-là qui pouvaient influer dessus.
Et moi, le dernier point que je rajoute, c'est l'entraînement qui favorise la récupération. Tu vois, on parlait de récupération là, de marche. On parle pas assez de la récupération active aujourd'hui. Vraiment. On parle que de la récupération passive. On parle que de la récupération passive avant. sur tout ce qui va être voilà, des soins, de la cryo, etc. Mais la notion de récupération active est aujourd'hui primordiale pour justement cette notion de drainage, cette notion de santé. Aussi, la marche. Parce que c'est vrai qu'on parle, là on a pris l'exemple des sportifs avec la cryo, tout ça, mais pour une personne lambda, entre guillemets, qui même ne fait pas de sport, la marche va permettre de stimuler le système musculaire, exactement, le système cardiovasculaire, respiratoire, tout. Donc c'est vrai qu'il y a tout le système qui va être mis en jeu. Et en fait, ça va permettre un entretien. Ça va améliorer la digestion aussi. Bien sûr, parce que du coup, il y a une stimulation. Bien sûr, non, mais vu que tout est lié, ça c'est vrai que là-dessus. Et donc ça optimise la récupération. L'entraînement optimise la récupération et la récupération optimise l'entraînement. Donc si les deux sont optimisés à fond, ça peut être que du bonheur. Mais par contre, cercle vertueux ou cercle vicieux en fonction de comment. Dans ce discours-là, justement, pour revenir sur le cercle vicieux, justement, j'allais faire la référence, on peut entendre justement on va s'entraîner, mais du coup pour récupérer je vais encore plus m'entraîner. Non, c'est optimiser l'entraînement, c'est-à-dire que je m'entraîne, oui, à fond. Je m'entraîne, je fais un bon entraînement, et si derrière je veux encore m'entraîner parce que j'adore ça et que je suis mordu de ça, oui, mais attention, mon entraînement d'après je l'optimise sur des notions de récupération, c'est-à-dire que truc tout bête, pas plus de 50% de ta fréquence cardiaque maximale si tu fais du running par exemple, tu vois, favoriser les séances d'endurance, tu vois, tout simplement, de récupération. Tu as du pilates, du yoga, bien sûr. tout ce qui va être une notion de stretching aussi, tu vois. Mais ça, voilà, vraiment faire attention de pas dire, je suis d'accord avec toi, l'entraînement, oui, est vraiment vecteur de récupération, mais attention, l'entraînement optimisé et construit de façon intelligente. Ne pas tomber dans le surentraînement. Sinon, on revient dans le no pain, no gain, et ça, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour... On voit rapidement... on en voit les limites. On en voit beaucoup. On en voit de plus en plus. Le surentraînement, on en voit aussi très rapidement la limite. Avec tout ce qui est problème de blessure. Tout simplement parce que le corps, en fait, c'est une machine, mais la machine, elle a des capacités. Et dépasser ses capacités, ça pète. Mais ça, c'est expliqué dans tous les sens des termes, c'est-à-dire qu'on peut reprendre par rapport au discours, on peut reprendre l'entraînement, mais on peut reprendre l'aspect psycho aussi, à un moment donné, dépasser une capacité la limite, sûr qu'on est capable on explose. Une mauvaise nutrition ou une surnutrition, ça peut amener des dégâts tels que l'obésité, et un mauvais sommeil peut détruire aussi et amener des blessures, tout simplement. En conclusion, essayez d'optimiser votre vie. Optimisez vos déplacements, optimisez vos entraînements et optimisez votre récupération. Après, oubliez pas une chose, quand même, parce que là, on dit optimiser. Faites-vous plaisir. Oui. Voilà, ça veut dire. Mais l'aspect psychologique est là-dedans. Ça rentre là, exactement. L'aspect psychologique est là. Ça retourne. Une raclette, faites-vous plaisir. Un barbecue, le plaisir. Voilà, à un moment, il faut aussi en profiter. Parce que c'est vrai que là, on a tendance à dire, voilà, faut manger ça, faut éviter, pas de fromage, pas de... Non, c'est peut-être... On est les premiers à faire des excès, hein. Oh, oui. Si seulement vous saviez tout. Voilà, donc il y a un moment, faut aussi, faites-vous plaisir. Il y a ces 5 points, comme tu dis, à optimiser. À un moment donné, il faut faire attention aux 5. Oui, à un moment donné, on peut faire le jour de l'an. Oui, c'est normal qu'on se couche tard, etc. Tu vois, à un moment donné, c'est pas grave. Il faut aussi vivre votre vie. Si tu fais attention qu'aux 4, ça, moi, j'aime bien rajouter aussi l'aspect psycho. Si tu fais attention qu'aux 4, à un moment donné, entraînement, nutrition, hydratation et sommeil, tu vis plus. Et l'aspect psychologique est tellement important aujourd'hui que, surtout vu la situation, tu vois, il faut se faire plaisir, mais tout en optimisant aussi le reste. Il faut concilier une vie active et une vie saine. Donc tu vois, c'était ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, si tu veux optimiser ta récupération, oui, l'entraînement est important, oui, l'hydratation est importante, oui, le sommeil est important, et oui, la nutrition est importante. Mais si tu te fais pas plaisir à un moment donné, tout ça sert à rien, tu n'es pas des robots, et finalement, tu vas te péter. Donc, mais par contre, si tu te fais que plaisir, tu ne fais pas attention à ces 4-là, et c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment juger là-dessus. C'est une balance. Et qu'il faut se faire plaisir. Mais en même temps, ne soyez pas des robots. Voilà. Ne pas être des robots et faites-vous plaisir de temps en temps. Même les plus grands sportifs se font plaisir. Et c'est un impact psychologique positif énorme. Faites-vous plaisir. Mangez pas n'importe quoi tout le temps. Exactement. Faites attention à ce que vous mangez, mais si un barbecue, allez-y, faites-vous plaisir. Bon les gars, merci en tout cas d'avoir pu échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Et puis je vous dis en tous les cas à très vite pour un nouveau podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Dynamic Step et puis surtout à très vite dans nos salles.